quoi que vous fassiez, bienvenue à Africable Télévision. Je déclare l'état de bonheur permanent à rite et tradition. L'insolite, l'inhabituel, le surnaturel et la mystique régissent la vie africaine. Très souvent, ces opinions traduisent une totale méconnaissance ou un mépris souverain du savoir-faire et du savoir-être d'Afrique. Rite et tradition est une émission qui souhaite tirer des traditions africaines des choses très utiles pour le présent. Car pour l'occidental, ou disons plutôt pour l'homme moderne, tous les phénomènes non encore expliqués tombent irrémédiablement dans le vaste domaine du hasard ou de la fatalité pour ceux qui sont encore croyants. Mais pour l'homme africain, rien n'est dû au hasard. Tout a une explication. Il n'y a pas d'effet sans cause, encore moins de cause sans effet. Vous avez parlé d'un aspect que j'ai beaucoup apprécié. Cette lutte, elle est traditionnelle, mais elle serait née d'une espèce de cousinage à plaisanterie qui se situe à une période de l'année où c'est peut-être le dernier mercredi du mois que chez nous on appelle Djomenekalo. Djomenekalo, c'est le mois où, en fait, c'est le mois où on va balayer chez son cousin, le fils où la fille de la femme vient balayer chez son cousin qui est l'enfant de l'homme. Donc ainsi, les traditions sont pratiquement les mêmes chez nous en Afrique. Il y a une forte similitude culturelle. Vous savez, c'est des moyens d'expression en Afrique. Et c'est en cela que j'ai beaucoup aimé ce que Africable fait et l'émission que vous dirigez qui est extraordinaire. Parce que vous évoquez quelque chose que d'ailleurs nous enseignons ici à l'école de journalisme, l'expression artistique en Afrique contemporaine. Tout ça relève de la dynamique sociale, de la régulation sociale, mais aussi des pratiques traditionnelles qui sédimentent l'unité de la famille et qui créent une certaine pérennité des rapports et qui décomplexent, parce que c'est important. Même l'autre chez qui on part balayer, il ne se fait pas roi. Non. Mais il trouve plutôt que c'est une exigence liée à un fait historique, liée à des positionnements dont Dieu a décidé de faire. Le fils de la femme est là, le fils de l'homme est là. Donc vous savez, dans la beauté de cette évolution, nous avons vu que les cousins, quand ils sont des parents de sexes différents, peuvent se marier. Oui. Mais quand ils sont des parents du même sexe, on considère que c'est des frères. Donc, ils sont cousins, mais il n'y a pas de mariage entre eux. Donc, et le plus souvent, le fils de l'homme, il veut toujours s'affirmer, attention, hein, c'est moi le patron, c'est moi le grand. L'autre dit non, attention, petit, suis-moi, etc. Donc, il y a tout un charme autour de ces questions. Eh bien, les similitudes culturelles, nous les voyons un peu partout en Afrique. Souvent, ça varie selon les régions, selon les ethnies et même selon les contextes. Parce que nous, venir chercher la chara, comme on dit, donner une sorte de dia, une sorte de tribu, c'est en période précise de l'année. Ce n'est pas à tout moment. Mais la blague qui doit s'installer entre les deux cousins, elle est permanente. Donc chacun peut se moquer de l'autre, mais on finit dans l'ambiance, donc dans la saine ambiance et la bonne humeur, et il n'est pas permis vraiment de s'énerver. Et il n'y a pas qu'entre cousins. Le Niger a une force aussi, c'est le cousinage entre ethnies. Oui, nous par exemple, nos cousins, lorsque nous les voyons, nous les harcelons. On se moque d'eux. Ils n'ont pas le droit
de s'énerver. Ils n'ont pas le droit de s'emporter. Dès que vous vous emportez, vous devenez un ridicule. Donc vous devez pouvoir vous défendre et vous devez gérer les assauts de l'autre. Même si il est en état d'ivresse, vous devez chercher à gérer ça. C'est pour dire que c'est tellement sérieux qu'il n'est pas permis entre cousins de se faire la guerre, de s'affronter. Il n'est pas permis de franchir un certain nombre de barrières. Mais la blague doit être permanente. Et souvent, ça a conduit jusqu'à retrouver les parents par rapport à un certain nombre d'aspects pour l'arbitrage. Et une fois c'est réglé ça, encore, c'est une autre ambiance, c'est une autre vie. Et ça se répercute de génération en génération. Donc, je vous dis, entre ethnies, ça se fait. Ici, nous avons, par exemple, les Peuls et les Beriberi. Nous avons les Touaregs et les Songhai. Nous avons les Germains et les Gobir. Nous avons, plus les Kachinawa, etc. Nous avons à côté, à la frontière du Burkina, le Gouronsi et les Germains. Et nous avons les Toubou qui blaguent également avec leurs cousins Hausa et qui blaguent avec leurs cousins Touareg. Mais c'est une force régulatrice. C'est une force, en tout cas, qui assure une certaine stabilité, qui régule l'atmosphère des rapports sociaux, mais qui crée un climat de paix, un climat de sérénité, un climat de confiance. Et les gens arrivent à s'accepter de la différence, à se comprendre, à dialoguer. Est-ce que les décideurs ne peuvent pas se servir de cette parenté à plaisanterie, de ce cousinage-là, pour en faire un mécanisme de prévention et d'extinction des conflits chez nous? Mais au Niger, c'est déjà. Puisqu'il y a ce que nous appelons les activités thématiques décentralisées. Donc, il y a un festival annuel de parenté à plaisanterie. D'une semaine, il est passé à un mois. À Niamey et de la capitale, lorsque les gens se retrouvent, ils font l'ambiance pendant une semaine. Donc, c'est des prestations issues de toutes les régions et à l'occasion, on prime les meilleurs. Mais après, on fait une caravane qui va de région à région pendant un mois. Et dans cette dynamique, les professeurs d'université sont associés, des administrateurs culturels, tout ce qui est chefferie traditionnelle, etc. Eh bien, c'est des randonnées pour aller présenter le meilleur menu au public. Et les autorités politiques ont compris que c'est un élément fondamental dans la régulation de cette vie sociale, dans la culture de la paix, dans la prévention et la gestion des conflits. Et parce que simplement, il nous a été même présenté plusieurs fois des situations où des cousins se retrouvent et prêts à la guerre. Et après, on découvre que ce serait une honte pour toutes les ethnies-là si les gens arrivent à se faire la guerre, ils arrivent à la violence. Ce n'est pas permis. Et lorsque il y a ces petits conflits, je peux dire pas petits conflits d'humeur, mais il y a d'autres conflits importants. C'est des conflits champêtres,
entre éleveurs et agriculteurs, eh bien, ça endeuille toute la nation. Les gens ne veulent pas ça, parce que ce n'est pas bien. Et c'est des gens qui sont appelés à vivre ensemble, à composer ensemble, mais aussi c'est des cousins. Donc, le politique l'a perçu, il en a fait un événement d'importance qui se déroule chaque année et dont aujourd'hui l'UNESCO, qui a pu jeter un coup d'œil, veut le labelliser. Et je pense qu'une fois fait comme ça, on pourra aller l'étendre dans la sous-région et pourquoi pas partout en Afrique. Mais sinon au Niger, ça a été compris et ça a été en tout cas mis en relief et ça a été intégré dans ce qui est plan d'action sur le développement culturel, plan d'action sur le programme culturel. Mana difa muna shaida muku ya tafi final. Je ne vous ferai pas l'injure de vous demander si vous avez pratiqué la lutte, mais est-ce que vous l'avez fait à un haut niveau? J'ai fait la lutte d'abord dans ma jeunesse. Oui. Je fus champion scolaire. Voilà. Donc, et j'ai continué dans le judo. Là où présentement je suis ceinture noire 3e dan. Je n'ai pas pu continuer parce que les charges ne nous permettent pas d'être constamment sur le dojo ou de porter nos judogi comme on dit. Mais à un très haut niveau, je ne l'ai pas fait, j'ai encadré. Vous savez, nous aimons notre culture. Certes, nous avons fait la démonstration parce que moi j'ai fait beaucoup de recherches dans le domaine. J'ai fait une formation de conseiller pédagogique dans le domaine. En fait, j'ai mené des recherches dans le domaine. J'ai fait un 3e cycle également sur la communication gestuelle en lutte traditionnelle nigérienne. Donc j'ai mené une étude anthropologique qui a quand même eu du succès. Les gens le savent. C'était les meilleures mémoires. Il ne faut pas se le cacher. À l'Institut national de la jeunesse et des sports de Côte d'Ivoire. Et je voudrais, pour revenir, dire, il y avait certaines pesanteurs qui ne nous ont pas permis de venir être lutteurs dans la grande arène des professionnels. La première, vous la savez, je l'ai dit, c'est le facteur culturel. Ah oui. Nous avons eu aussi cette pression de l'école. Ah ben oui. Parce que si nous voulons le faire, au niveau des parents, ils vont dire non, laisse, il y a des gens qui ont fait de ça leur métier, ils vont le faire. Si nous voulons le faire, il y en a qui de l'autre côté ne pourront pas nous comprendre. Mais aussi, les gens vont s'interroger, qu'est-ce qu'ils cherchent là-dessus. Alors, nous avons fait l'option d'entraîner, n'est-ce pas, des lutteurs. Et Dieu merci, nous avons sorti plusieurs champions qui aujourd'hui ont fait hier et aujourd'hui font la fierté de cette lutte. Certains ne sont plus de ce monde, comme Feu Labo Mekaho, qui était un champion, vraiment un combattant incomparable. Labo vivait pratiquement avec moi à Niamey. Quand il remonte au village, il s'en va pour se préparer sur le plan mystique et revenir. Vous avez Commando, que tout le monde connaît, Mahmoud Idi. Tout le monde l'a vu constamment en entraînement avec moi. D'ailleurs, on se prépare depuis la Côte d'Ivoire dans le centre de l'INGS, dans la salle là-bas. On le prépare non seulement en lutte, mais aussi en boxe. Alors quand nous finissons, nous venons ensemble pour les éliminatoires régionales dans sa zone Ottawa et après on vient pour le championnat. Donc c'est des champions de valeur qui se sont affirmés. Après eux, il y a eu d'autres. Donc moi j'ai été encadreur parce que j'ai été entraîneur national, j'ai été directeur technique national après de la Fédération nigérienne de lutte. Donc
j'ai lutté hors caméra. Parce que l'entraîneur, le coach que je suis, je mets la main à la pâte. Et je ne me suis jamais gêné à le faire. Sauf que pour la compétition, nous avons plutôt laissé les autres sélectionnés le faire. Mais j'avoue que par moment, j'ai envie de descendre dans l'arène pour aller combattre. Parce que au niveau de l'application technique, nous constatons souvent certaines défaillances, certains manquements. Et nous avons des difficultés à gérer cela. J'ai envie d'aller saisir l'opportunité pour mener le combat. Oui. Mais vous savez, il y a des limites à tout. Oui. Parce que souvent, certaines responsabilités vous circonscrivent dans un carcan précis. Mais j'aime la lutte. J'ai été champion en lutte. J'ai formé des champions. Je continue à faire de la lutte mon activité, puisque ayant fait des recherches dans le domaine jusqu'en 3e cycle. Oui, j'ai dit ça, affaire de famille. Entre la lutte et moi, c'est tout un amour. Et j'ai dit, quand c'est encore l'icône de Africable qui arrive, dans cette émission que nous aimons, j'ai dit, on fait à l'africaine. Il n'y a pas de particularisme, il n'y a pas de protocole. Il n'y a que le salam alek au téléphone ou vis-à-vis, et on fait. Eh bien, c'est ça. Parce que quand on parle de la lutte, c'est mon affaire. Et vous avez vu, quand les tambourinaires me voient, c'est aussi autre chose. Je suis obligé souvent de m'absenter de l'arène au tout début parce que quand ils me voient, ils ne peuvent pas se retenir. Quand j'arrive, les lutteurs défilent, les tambourinaires. Et dans ce son dromologique, je me retrouve. Et souvent, je suis moi-même en transe. Donc, vous voyez, il y a toutes ces questions qui font que souvent, on se distance. Mais à chaque fois qu'il y a une préparation pour des compétitions internationales, en tout cas, j'amène ma touche, ma griffe. Et je suis fier de voir que c'est l'un des cadres que j'ai formé, qui est aujourd'hui DTN de la Fédération de lutte. Ça fait pratiquement une dizaine d'années. Et qui n'a pas cessé de se ressourcer auprès de nous autres. Donc c'est pour dire que vraiment la lutte au Niger est un fait social indéniable, un élément de la culture. La lutte est vraiment une force culturelle que le Niger a pu extraire de l'oubli, la dynamiser, et à l'occasion, vraiment je tire le chapeau à tous les gouvernements qui se sont succédés parce que aucun n'a négligé la lutte, et aujourd'hui en cette ère dite de renaissance, la lutte est en train de prendre aussi un autre envol parce que nous avons compris qu'on veut aller au-delà. Et le Niger a été championne d'Afrique plusieurs fois, championne du monde, et je pense que nous pouvons en être fiers et souhaiter que les autres pays aussi de la sous-région, les autres pays qui pratiquent la lutte, et même ceux qui ne pratiquent pas, puissent véritablement s'investir dans son développement et en faire un instrument d'intégration, un vecteur de dialogue, d'échange et de paix. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour Rite et Tradition aujourd'hui. Merci pour votre fidélité à Africable Télévision. Mais n'ayons pas peur de le dire et surtout n'ayons pas honte de le reconnaître. Les intellectuels africains ont décroché tous les titres universitaires en vue d'Afrique, d'Amérique, d'Asie ou d'Europe. Cependant, n'ayons pas honte de le reconnaître et surtout n'ayons pas peur de le dire. Il demeure encore et toujours des analphabètes culturels à l'entrée du vestibule de la mémoire perdue de nos ancêtres. Comment alors promouvoir ce que l'on ignore ? Chauves-souris, ils sont d'Afrique, mais surtout d'ailleurs. La bouche noire, le ventre à Paris, la tête en Amérique, les yeux en Asie. Alors, prenez soin de vous, car chaque émission à Rite et Tradition est un questionnement. Mesdames, Messieurs, ce que l'on apprend de la culture d'autrui, vaut-il ce que l'on oublie de soi? Fils et filles d'Afrique, il ne s'agit pas pour nous de faire un retour à nos sources. Oh que non!
Nous devons plutôt faire recours à nos sources pour construire le véritable développement du continent. Convaincus qu'il ne saurait y avoir de développement économique, politique et social sans un rayonnement culturel adéquat, car nul ne viendra construire l'Afrique à la place des Africains. Ciao, à la joie de vous retrouver une autre fois.